Oui, merci beaucoup Pierre pour ton accueil, bonjour à tous. Alors à vrai dire, je comptais plutôt faire une présentation de Bastia à destination de ceux qui ne le connaîtraient pas ou le connaîtraient pas beaucoup. Et bon, je sais, je reconnais certains visages ici, je sais qu'il y en a qui vont déjà bien le connaître, peut-être qu'ils n'y apprendront pas grand chose, mais voilà, quand même, je vais essayer de présenter quelques aspects de Bastia qui, moi en tout cas, m'ont marqué, donc j'espère que vous pourrez y apprendre une ou deux choses. En revanche, si vous lisez le papier, là pour le coup, et Sylvain nous dira où est-ce qu'on peut le trouver, mais on y apprendra, enfin là pour le coup je pense que chacun pourra y apprendre des choses, puisque l'idée c'est qu'on s'est plongé dans sa correspondance et dans ses écrits un peu moins connus pour essayer de trouver des choses intéressantes. Le but initial du papier c'était de mettre en résonance l'aspect politique et l'aspect économique dans l'œuvre de Bastia. Parce que finalement c'est ce qu'il a à la fois ça l'a rendu célèbre et en même temps ça l'a un petit peu desservi, c'est le fait de s'être aventuré en politique tout en ayant poursuivi des buts qu'on considérerait plutôt comme de la recherche économique aujourd'hui. Et à force de ne pas choisir, mais parce que sa vie s'est déroulée comme ça, c'était pas forcément sa faute, voilà, ça l'aura peut-être un peu desservi en termes d'héritage, mais voilà, on a essayé d'explorer les résonances entre ces deux aspects de sa vie. Donc avant que Sylvain vous parle plus en détail d'une œuvre de Bastia qu'on a choisie aussi pour illustrer cette résonance entre économie et politique, et qui est La Loi, qui est un essai bien connu d'un certain nombre d'entre vous, je voulais d'abord donner quelques éléments biographiques. Donc Frédéric Bastia est originaire de Bayonne, il vient d'une bourgeoisie commerçante qui est bien respecté dans son pays, je ne sais plus quel est le terme exact employé, mais voilà, d'une bonne famille, et qui fait du négoce avec le reste de l'Europe. Ce qui veut dire déjà que Bastia, même si c'est une période de sa vie qu'on connaît assez mal dans les détails, comme il a travaillé dans la maison familiale dans le négoce, ça veut dire que déjà il a une expérience pratique de l'économie, c'est pas uniquement quelque chose qu'il théorise, qu'il lit dans des papiers, même si ensuite il la théorisera. Il a une éducation soignée, pour autant qu'on puisse le dire. Il a appris plusieurs langues, il connaît l'éducation, et notamment l'éducation classique, et ça rend d'autant plus intéressant ses positions contre l'éducation classique et la vénération très à la mode au XIXe siècle, et dès le XVIIIe d'ailleurs je pense, de l'antiquité gréco-romaine et des valeurs qui y sont associées. Et lui n'a pas de vache sacrée, il ose remettre en cause toutes ces choses-là, et en même temps de manière pas inutilement provocatrice, de manière intéressante. Il a un intérêt précoce pour la vie intellectuelle, et je pense qu'une des choses, alors qu'on n'est peut-être pas les premiers à avoir souligné, je pense pas, mais sur lequel on s'est permis d'insister dans l'article, c'est que là où Bastia est parfois vu comme un auteur météorique, au sens où il démarre sa carrière en 1844 et il décède en 1850, alors c'est vrai qu'il est mort jeune puisqu'il est né en 1801, mais en réalité son activité à partir de 1844 est le résultat d'une très mûre réflexion qu'il entame dès sa jeunesse avec ses amis de jeunesse, d'enfance quasiment. Et il a lu dès les années 1820 des auteurs comme Jean-Baptiste Say, Destutt de Tracy, et Dupont de Nemours peut-être, mais enfin les noms exacts m'échappent, et Smith bien sûr, Adam Smith. Donc il a lu tous ces gens-là, et non seulement il a lu, mais il a réfléchi sur leurs pensées. Donc voilà, ça sort pas tout à fait de nulle part lorsque il se fait connaître pour un article qui le propulse comme ça sur le devant de la scène en 1844 au sujet du libre-échange. Voilà, mais en tout cas c'est 1844 qui marque le démarrage de sa carrière de pamphlétaire, même s'il a des écrits qui datent d'avant, et sur des questions parfois très pratiques, notamment sur la question vinicole, qui était assez présente dans le sud-ouest, des choses qui concernent la vie économique locale, puisqu'il avait très tôt des responsabilités politiques locales, par exemple comme juge de paix à Mugron, commune dans les Landes. Et voilà, en 1844, il a un article qu'il soumet au journal, c'était au journal des économistes, ouais, sur les questions de commerce et de libre-échange entre la France et l'Angleterre, qui est un sujet brûlant à l'époque, à la fois à l'intérieur de la France et à l'intérieur de l'Angleterre, et aussi entre les nations européennes. Donc voilà, il se fait connaître à partir de là, et à partir de là, c'est l'emballement, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il va publier un peu dans tous les sens, à la fois des articles qu'on considérerait presque universitaires aujourd'hui, même si lui n'a jamais été, aussi loin que je sache, universitaire,
De toute façon, à l'époque, la profession d'économiste n'était pas encore structurée dans l'université, et finalement, les gens qui faisaient de l'économie étaient généralement des juristes ou des philosophes ou autre chose. Mais voilà, et on est à l'époque où en même temps, on n'est pas très loin de structurer la profession et d'avoir de véritables facultés d'économie. J'y reviendrai, c'est peut-être ce qui fait aussi que Bastia tombe un peu dans cette espèce de trou de faille temporelle entre les deux. Il meurt à 1850, rongé par la tuberculose, me semble-t-il, voilà, qu'il aura handicapé toute sa vie, mais contre laquelle il aura lutté courageusement, puisque vraiment il a dédié toute sa vie personnelle à son œuvre. À ma connaissance, il n'a pas on ne lui connaît pas ni d'enfant, ni même d'aventure féminine marquante. De vie sentimentale pas particulière, alors que c'était quelqu'un d'assez sensible et sentimental. Donc vraiment, voilà, sa vie, ça a été son œuvre. Il n'y a que dans les amitiés, éventuellement, qu'il a investi du temps, et encore, ses amitiés étaient souvent intellectuelles, c'était pas tout à fait éloigné de son œuvre. Il meurt en 1850 et, je précise, sans achever sa grande œuvre, son opus magnum, qui était les harmonies économiques, et qui était censé être son traité d'économie un peu théorique et qui résumait l'ensemble de son œuvre. Parce que celle-là aussi, j'y reviendrai, ce qui dessert probablement Bastia, c'est d'avoir des vrais morceaux de bravoure, mais dispersés dans une œuvre qui part un peu dans tous les sens. Quand je dis une œuvre qui part un peu dans tous les sens, c'est même pas que son œuvre entre guillemets intentionnelle, c'est qu'on trouve aussi des réflexions intéressantes, parfois même très intéressantes, dans des écrits personnels. Et surtout dans sa correspondance, puisque moi au départ je me suis beaucoup appuyé pour cet article, pour la partie en tout cas sur laquelle j'ai travaillé, je m'étais beaucoup appuyé sur la collection de ses correspondances personnelles et de quelques écrits collectés un peu après sa mort. Et ensuite Sylvain a creusé beaucoup plus loin dans d'autres écrits consacrés à Bastia. Mais voilà, il y a des choses qu'on va trouver dans sa correspondance et qu'on trouve nulle part ailleurs. Est-ce que tu vois bien à distance Donc, parce que des fois, si je parle et que les gens n'entendent pas, ça peut être embêtant. Voilà. Qu'en est-il de son œuvre? Alors là aussi, pour beaucoup, je ne vais pas apprendre grand-chose, mais Bastia est surtout connu pour sa vulgarisation des idées économiques. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vraiment va rendre les idées économiques très accessibles au plus grand nombre, à la fois, beaucoup dans la forme en réalité, parce qu'il a à la fois une grande clarté dans sa présentation des problématiques, et en même temps un style qui est précis, qui est drôle, qui est vraiment bien écrit, mais sans être non plus pompeux, inutilement pompeux. Enfin, je sais pas, Bastia, pourtant moi je suis pas spécialement versé dans la littérature, et je trouve que Bastia, ça reste vraiment très agréable à lire, très facile à lire. Et pourtant, c'est pas que j'aime que les choses faciles à lire, puisque mon autre chouchou en économie, c'est Hayek. Et Hayek, pour beaucoup de gens, c'est vachement plus difficile à lire. Je trouve que chaque mot a son importance, mais il faut le suivre, il faut être bien concentré. Donc voilà, Bastia, c'est pas la même chose, mais donc ça se lit encore très facilement aujourd'hui. Donc là aussi, je le répéterai, mais vraiment, lisez Bastia, et pas uniquement d'ailleurs les choses qu'on connaît le plus de Bastia. Donc sa manière de procéder, ça va être généralement de s'emparer d'une problématique économique, qui généralement d'ailleurs n'est pas nouvelle à son époque, encore qu'il y a quelques nouveautés puisqu'on est au 19e, où bien sûr révolution industrielle, mondialisation, tout ce que vous savez. Donc il va tourner les choses sous forme de fables, de pamphlets, et souvent il aime bien pousser les raisonnements jusqu'à l'absurde. Donc voilà, il détecte ce qu'il appelle un sophisme, finalement un faux raisonnement qui sert ensuite de base au développement d'une certaine idée économique, et il pousse le raisonnement jusqu'au bout. De la même manière qu'on disait tout à l'heure, si on pousse le raisonnement keynésien jusqu'au bout, il suffit de creuser des trous et de payer des gens pour aller les reboucher et ça marche. Voilà, lui il va le décliner dans un tas d'essais différents. Alors souvent, on peut peut-être lui reprocher que ce soit un peu la même idée déclinée sous différentes formes. Moi je trouve ça intéressant parce que chacun peut-être trouvera l'essai qui va le plus lui parler. Moi je sais qu'un de ceux qui m'avait marqué, c'était l'histoire de la main droite et de la main gauche, où il expliquait que si on obligeait tous les Français à utiliser leur main gauche pour travailler plutôt que leur main droite, en supposant que la majorité des gens sont droitiers, ils travailleraient plus lentement et donc ils mettraient plus d'heures pour faire les mêmes choses, et ça donnerait plus de travail à plus de gens, et plus de travail à plus de gens, c'est des revenus qui ensuite sont dépensés dans l'économie, etc. Bon, moi j'aime bien en plus, c'est qu'il invente quasiment le keynésianisme avant l'heure. C'est-à-dire vraiment, on trouve chez Bastia une réfutation du keynésianisme avant même que le keynésianisme ait été vraiment bien développé.
même si on pourra bien sûr toujours dire que, que le keynésianisme aussi ne sortait pas de nulle part et que les idées qui le sous-tendent existaient déjà chez les précédents auteurs. Son thème favori, ça va être le combat contre le protectionnisme, parce que d'abord c'est, comme je vous disais, une des grandes questions de son époque, parce que c'est une question qu'il connaît aussi, et parce que c'est quelque chose où vraiment il regrette que les gens se laissent berner, que le grand public se laisse berner par les conséquences immédiates de quelque chose, à savoir une taxe qui va protéger, parce que même le terme de protectionnisme, vous le savez, il n'est pas neutre et il est très mal choisi, puisqu'en réalité on protège les consommateurs de prix plus bas dont ils pourraient bénéficier. Et donc le terme est mal choisi. Et lui, bien sûr, va essayer de mettre en lumière toutes les conséquences qu'on ne voit pas. D'où l'expression qu'on retient souvent à propos de Bastiat, qui parle de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Il dit, pour un raisonnement économique correct, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les bénéfices les plus visibles d'une certaine mesure économique, surtout lorsque c'est une mesure gouvernementale, mais il faut aussi regarder quelles sont les conséquences qu'on ne voit pas, soit parce qu'elles sont difficiles à voir, soit parce qu'on n'a pas intérêt à les voir. Et les deux sont un peu vrais. C'est pour ça que je fais le lien avec l'intervention précédente. Bastiat est précurseur de beaucoup de courants qui vont le suivre. J'ai parlé du keynésianisme qu'il aura réfuté avant l'heure, mais aussi en termes de public choice, sur beaucoup d'aspects. Je veux dire, il préfigure par exemple les théories de Mankiw-Rolson sur le fait que les bénéfices de certaines mesures gouvernementales sont concentrés alors que les coûts sont assez diffus. Et donc finalement, tout le monde se fait un peu avoir, mais de manière soit pas suffisamment visible, soit pas suffisamment douloureuse pour avoir intérêt à s'organiser contre une telle mesure. Donc voilà, tout ça il le voit, il le met en lumière, et c'est d'autant plus intéressant que comme il est en politique, il le voit tout ça. C'est-à-dire que vraiment il l'expérimente, il en fait l'expérience, en tout cas au premier chef, on va dire. Il voit toutes les compromissions que ça implique et le fait aussi de devoir toujours prendre des mesures qui rapportent électoralement. Et d'ailleurs, là encore, c'est quelque chose qui fait que Bastiat aura frustré beaucoup de monde en économie et aura frustré beaucoup de monde en politique, parce que là encore, on ne pouvait pas le classer facilement dans un camp. La vie politique de Bastiat, c'est « je vote selon mes idées ». Et donc, il n'est pas, en tout cas dans le contexte politique de l'époque, c'est impossible de le classer vraiment à droite ou vraiment à gauche. Alors, quand on aime bien dire que le libéralisme n'est pas de droite, on s'empresse de rappeler que Bastiat siégeait à gauche à l'Assemblée, alors je pense que c'est l'Assemblée de 48, ce qui est vrai. Mais il n'était pas de gauche non plus, c'est-à-dire que vraiment, il votait un coup avec les uns, un coup avec les autres, et tout le monde, finalement, tout le monde avait des raisons de lui en vouloir éventuellement, mais lui s'en défend dans ses écrits, et il dit, voilà, l'inconstance dont vous m'accusez, c'est précisément ce dont je m'honore, c'est que j'ai toujours voté selon mes idées, et non pas selon les intérêts d'un camp. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, c'est une des grandes idées qui sous-tend son œuvre, et qui sera reprise ensuite, par exemple, par Henri Hazlitt dans l'économie politique en une leçon, qui n'est jamais finalement qu'une déclinaison de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Voilà, alors bien sûr que d'un essai à l'autre, parfois il va un petit peu se répéter, mais souvent quand même, quand on entre dans le détail, on va trouver, encore une fois, une analogie qui va plus vous parler, je sais pas, quelque chose qui se mémorisera plus facilement, une citation plus percutante que d'autres. Donc là encore, je trouve ça intéressant de lire ces essais, même parfois quand ils concernent les mêmes questions. L'autre idée pour laquelle on le retient souvent, c'est l'histoire de la grande fiction. C'est l'expression qu'il utilise pour désigner l'État, et là encore je pense que c'est un des premiers à le faire en ces termes à l'époque, c'est de dire que l'État, il appelle ça une grande fiction à travers laquelle chacun essaie de vivre aux dépens des autres. Donc voilà, là encore, il souligne les inconstances de l'électeur d'ailleurs, au même titre que l'inconstance des politiques. Bastiat n'épargne personne, c'est ça que je trouve assez intéressant, assez piquant, c'est qu'il vous met un miroir devant vous et il vous dit aussi, alors sans l'exprimer comme De Gaulle qui dit que les peuples ont le gouvernement qu'ils méritent, il vous dit à peu près la même chose quand même. C'est-à-dire vraiment, vous avez le pouvoir d'être gouverné autrement, mais si vous continuez à élire des gens qui ont manifestement des intérêts opposés aux vôtres, et sous prétexte qu'ils ont un statut social important parce qu'ils sont militaires, hauts fonctionnaires ou je ne sais quoi, vous aurez toujours les mêmes politiques et c'est votre faute. Il dit aussi, s'il y a bien une chose qui n'intéresse pas le public, ce sont les affaires publiques.
Enfin, s'il y a bien une chose dont le public ne veut pas s'occuper, ce sont des affaires publiques. Donc là encore, c'est intéressant, et je pense que ça a des résonances par rapport à aujourd'hui, parce que là aussi, où moi j'ai pu voir dans le milieu libéral, c'est vrai qu'on a parfois cette posture qui se comprend, mais qui est un peu facile aussi de dire ah, nous on touche pas à la politique, c'est ça, la société civile c'est plus important, etc. Et oui, mais en même temps, si personne ne touche à la politique, à un moment donné, personne n'est là pour faire les réformes, et après on peut toujours pleurer sur le fait que ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Et seulement, évidemment, bon, moi je suis comme vous, d'ailleurs je suis pas en politique, mais ouais, parce que j'ai envie de faire des trucs plus intéressants que d'aller me plonger dans des rapports et me battre pour obtenir 3 amendements qui vont un peu réduire la dépense publique. Donc voilà, il y a ça. Mais en tout cas, Bastia, il s'est jeté dans la mêlée et je trouvais ça intéressant. Voilà pour l'idée de la grande fiction. Bastia, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vient plutôt d'une bonne famille, mais qui défend le peuple. Il défend le peuple, mais sans démagogie, c'est-à-dire il ne dit pas le peuple a raison parce que c'est le peuple, il faut défendre les pauvres parce qu'ils sont pauvres, etc. Non, non, c'est vraiment, il défend le peuple au nom de l'intérêt général. Il explique aussi, et ça on y reviendra d'ailleurs dans la loi, que c'est l'application de la justice bénéficie à tous, finalement, à ceux qui apparaissent les moins favorisés comme les plus favorisés. Il a aussi un grand rejet de ce que j'appelle le nationalisme belliqueux, c'est-à-dire que là encore, dans une époque, je trouve ça assez extraordinaire que Bastia, donc, qui naît en 1801, est quand même quelqu'un de très anglophile à une époque où c'est pas facile de l'être. Et je dirais même qu'une des choses qu'on cite dans l'article, là aussi on n'est peut-être pas les premiers à le dire, mais c'est que c'est en faisant du fact-checking sur un discours francophobe, prononcé par un Premier ministre anglais en 1844 d'ailleurs je crois, qu'il va voir le discours en question, parce qu'il entend parler justement d'une diatribe contre la France dans le discours d'un Premier ministre anglais, et puis ça lui semble quand même bizarre, parce que c'était vraiment une attaque gratuite, quoi. C'était du style, si nous faisons telle et telle mesure, on se retrouvera au dernier rang des nations comme la France. Un truc comme ça. Voilà, et lui va vérifier et il voit qu'en fait le passage a été carrément, le passage sur la France a été ajouté, ça a été inventé, enfin c'est de la fake news avant l'heure. Et voilà, et donc ça l'encourage à s'abonner à la revue et à creuser un petit peu plus loin et à essayer là aussi de voir les bonnes intentions chez les autres. Et donc il se met en correspondance avec les Britanniques, il découvre le combat de Richard Cobden et de la Ligue contre les lois céréales, les Corn Laws, qui étaient des lois protectionnistes essentiellement, qui bénéficiaient à l'aristocratie propriétaire terrienne et qui pesaient sur le peuple, mais qu'on défendait au nom du peuple. Donc voilà, il y avait un vrai mouvement en Angleterre contre ça, et Bastia s'en inspire, il va le voir sur place, etc. Donc il a vraiment, il s'enthousiasme pour ce mouvement-là, il veut faire la même chose en France, même si il échouera en partie, mais bon là j'ai pas le temps de détailler ce point particulier. En tout cas il rejette le nationalisme tout en se disant patriote, enfin je veux dire c'est pas non plus quelqu'un, il fait pas partie d'une élite mondialisée ou quoi que ce soit, hein. Il est français, ancré en France, enraciné au sens zémourien du terme, tout ce que vous voulez, et pourtant voilà, il voit quand même le bien dans l'échange et dans le partage avec les autres nations. Pas non plus sous une forme agressive, c'est-à-dire c'est pas non plus on va aller évangéliser les autres nations, y compris en les conquérant, puisqu'il était opposé à la colonisation. Et ça fait partie de son côté... Attendez, ouais, non, ça j'en parle après. Mais, pardon. Alors pour quelques aspects visionnaires, je suis obligé de passer un peu vite pour pas exploser le temps, mais un de ces moments de bravoure aussi, c'est de prévoir l'extension puis la chute de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il voit en fait le mouvement de socialisation qui commence à son époque, parce qu'il y a un vrai souci, sincère, un souci des pauvres, qui fait qu'on va prendre des mesures aussi dont on pense qu'elles vont leur bénéficier et peut-être pas leur bénéficier. Lui, contrairement à ce qu'on cherche parfois à lui faire dire, on cherche parfois à en faire un auteur béat sur les gens qui auraient des intérêts harmonieux, qui s'entendraient tous bien les uns avec les autres dans le marché, etc. Il est très conscient de l'antagonisme qui peut exister entre différentes catégories de la population, et bon, il en est très conscient, et c'est justement pour ça qu'il sait que plus on étatise des systèmes et plus on a la capacité à faire reposer sur les autres les coûts de ses propres actions ou de s'attribuer les bénéfices de leur propre comportement, et plus on va avoir tendance à
à se défausser sur le voisin. Et il dit, si on fait un système de santé collectif, et ben finalement chacun va essayer de tout faire payer à l'autre et personne ne fera attention, on verra ça comme une vache à lait dont il faut profiter, si on triche on aura l'impression de jouer un bon tour à l'État, et tout ça s'effondrera sans qu'on comprenne bien pourquoi. D'autre part, alors pour le côté analyse public choice, ce sera dans la partie de Sylvain, donc je n'en parle pas encore. Une des choses que moi j'ignorais avant d'écrire cet article, c'est qu'il a aussi prédit la guerre civile américaine, et vraiment dans ses causes principales, et notamment celle de l'esclavage, parce que ça, il ne faut pas toujours écouter ce qu'on peut lire parfois sur le site du Mises Institute ou des choses comme ça. La guerre civile américaine, c'était l'esclavage avant tout, et même quand il y a des questions de libre-échange, en réalité c'est très directement lié à la question de l'esclavage. Mais voilà, et ça Bastia le voit, et donc vous voyez, donc la guerre civile américaine 1861, vous voyez, il est mort 10 ans avant, mais il l'avait vraiment vu venir. Ça c'était intéressant. Et alors il y a des choses carrément où là la réalité a dépassé la fiction. Alors peut-être que même parmi vous, vous n'avez peut-être pas entendu parler de cette histoire de la loi en Espagne sur la taxe sur le soleil qui a eu lieu en Espagne. Je resitue vite fait, peut-être l'écrit le plus connu de Bastia, c'est sa pétition des marchands de chandelles contre la concurrence déloyale du soleil. C'est pas le titre complet mais je raccourcis, où il explique que si le gouvernement, il explique sur un ton ironique bien sûr, en se faisant passer pour un représentant de la corporation des marchands de chandelles, que si on obligeait tous les Français à obturer toutes leurs fenêtres, et bien finalement ils ne pourraient plus profiter de la lumière du soleil, ils seraient obligés de consommer des chandelles et des choses comme ça, ce qui en retour ferait vivre d'autres industries par ricochet, et bref, tout le monde en bénéficierait. D'accord ? Et bien figurez-vous qu'en Espagne en 2015 ou 2016, il y a de plus en plus de gens qui commençaient à installer des panneaux photovoltaïques pour financer leur propre consommation d'électricité, ce qui a beaucoup inquiété les compagnies d'électricité et d'énergie locales, qui ont réussi à faire du lobbying auprès du gouvernement pour obtenir un impôt sur les installations en autoconsommation et une limitation de ce qu'on pouvait faire, enfin, et de manière très sournoise. Non seulement un impôt, ça c'était vraiment trop gros pour passer, même les Espagnols je pense ont compris que c'était vraiment ridicule, mais il y avait aussi une partie plus sournoise, c'était des réglementations un peu bidons pour la sécurité, le bien de tous, qui obligeaient à mettre un compteur spécial, à mettre une installation plus aux normes, etc. Bref, en gros on vous dissuadait d'essayer de passer au solaire par vos propres moyens. Voilà, et c'est sûr qu'en Espagne, l'électricité solaire, ça fait concurrence à ceux qui voudraient faire des centrales à charbon. Bon, là encore, on est dans les contradictions internes, si je reprends un vocable marxiste de la théorie keynésienne. Donc voilà, et à ce moment-là, on a vu justement chez les libéraux des articles du style « Au secours, Bastia revient, ils sont devenus fous ». Voilà. Et moi ensuite, à titre plus personnel, ce qui m'avait marqué en travaillant sur Bastia, alors que je connais depuis longtemps, et justement c'est ce qui m'a donné envie de creuser dans son œuvre, c'est que j'ai de la sympathie pour l'homme, et ça n'a été que confirmé par toutes les lectures que j'ai pu avoir. D'abord, il a une grande indépendance d'esprit, parce que c'est quelqu'un qui, bien que ne se prétendant pas lui-même économiste, là aussi c'est un peu ce qui l'aura desservi, c'est qu'il a eu des réflexions de tous ordres, et il a été catégorisé comme économiste, mais lui-même le regrettait, parce qu'il disait voilà, je suis obligé de me limiter à l'économie, maintenant on m'a mis cette étiquette, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et il reprend à la fois les principales conclusions, par exemple d'Adam Smith ou Jean-Baptiste Say, mais sur des points particuliers, il n'hésite pas à les contredire. Là aussi, vous aurez des exemples plus précis, je pense, dans l'article, mais je trouve ça assez intéressant de la part de quelqu'un qui, par ailleurs, était assez modeste. Mais enfin, il s'affirmait quand même. Il a une forme de bienveillance permanente, là aussi ça nous manque peut-être un peu parfois chez les libéraux, c'est le fait de ne pas systématiquement voir des intentions néfastes chez les adversaires politiques, donc ça facilite le dialogue je pense. Il avait cet état d'esprit, une modération intelligente, là aussi si vous regardez son soutien aux révolutions de 1830 et 1848, il arrive à la fois être pour la révolution, alors que son milieu aurait pu le porter à un certain conservatisme, et en même temps il n'est pas du tout pour les excès de la révolution, les têtes coupées, les choses comme ça, et ce qui l'enthousiasme le plus dans la révolution de 1830, c'est de voir à quel point elle est responsable et modérée. Il rejette à son époque la colonisation et l'esclavage, ce qui n'est pas forcément évident chez tous. C'est un petit clin d'œil à Tocqueville pour qui, en matière de colonisation par exemple, c'était pas évident, et c'est des trucs qu'on nous ressort encore aujourd'hui, peut-être à raison.
une grande droiture en politique, je l'ai déjà mentionné, et puis le refus de céder aux intérêts catégoriels, même lorsqu'il pourrait avoir cette tentation. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit se faire lobbyiste pour les vignerons de sa région, il n'essaie pas, en fait, il n'a pas ce réflexe bien français de dire allons, enfin, les choses sont difficiles pour nous, vite, allons mettre un boulet au pied du voisin ou de l'étranger. Mais il dit simplifiez-nous les choses, pas pour nous privilégier nous, mais parce que autant il n'y a pas de raison qu'on soit privilégié avec des régimes fiscaux très favorables, il n'y a pas de raison non plus qu'on ait des régimes d'exception en termes de droits de douane ou de régime fiscal ou obligations réglementaires. Donc là aussi, je trouve ça mesuré, intéressant et assez courageux de la part de quelqu'un qui aurait pu avoir un intérêt inverse. Et enfin, je terminerai là-dessus, un économiste sous-estimé parce que j'ai encore du mal à m'expliquer pourquoi il est autant à la fois célébré comme pamphlétaire et dénigré comme économiste. On ne le voit pas comme un théoricien, d'ailleurs c'était Schumpeter qui disait, je ne dis pas que Bastiat était un mauvais théoricien de l'économie, je dis que c'était pas un théoricien. Donc même Hayek, comme je vous ai dit, mon autre chouchou, critique Bastiat, il dit ouais, pas grand chose à en retenir du point de vue de la théorie économique. Je trouve ça un peu sévère. Et d'ailleurs, un des prochains articles que j'aimerais faire, c'est sur la théorie de la valeur de Bastiat, qui me semble vraiment brillante et à même d'éclairer certains débats actuels. Là aussi, je rebondis sur l'intervention précédente par rapport à la croissance. Bastiat voit la valeur plutôt comme un mal nécessaire, comme quelque chose qui est le signe d'un service qui est rendu, mais qui, si on n'avait pas à le rendre, serait une situation encore meilleure. Autrement dit, tous les points de croissance ne se valent pas. Je ne peux pas vous l'expliquer plus en détail à l'instant, mais vraiment allez lire dans les harmonies économiques son chapitre qui s'appelle De la valeur. Tout se trouve d'ailleurs en ligne sur bastia.org, je crois. Pratique là aussi pour faire des recherches, donc n'hésitez pas à aller voir. Évidemment, il est mort jeune, donc ça n'a pas aidé. Il a forcément consacré du temps à la politique, à l'économie, à l'entretien de ses terres agricoles dont il avait hérité, etc. Donc là encore, forcément, quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas se spécialiser, on peut aller moins profondément. Des engagements idéologiques qui lui ont été reprochés, c'est-à-dire l'idée ensuite, quand l'économie veut se donner des oripeaux très scientifiques avec les mathématiques et tout le reste, et veut être une discipline respectable, c'est moins bien vu d'avoir des engagements idéologiques, et ça rend forcément suspect toute la réflexion économique, on dit, parce qu'il n'a pas cherché uniquement à justifier ses idées préconçues. Une pensée et un style d'apparence trop simple. Là encore, parfois, il ne faut pas hésiter à envoyer un peu de poudre aux yeux et d'écran de fumée si on veut être pris au sérieux, et Bastiat ne le faisait pas. Donc voilà, ça lui a été reproché. Et quelques-uns des meilleurs passages de son œuvre, comme je vous ai dit, se retrouvent ici dans sa correspondance, dans un petit pamphlet obscur publié dans un journal local, ou dans un autre article, ou dans une œuvre inachevée, un manuscrit pas publié, quoi que ce soit. Donc c'est un peu difficile d'en faire la synthèse, et c'est ce qu'on a un peu essayé de faire. Donc je pense que c'est un auteur qui gagne à être redécouvert, et j'espère ne pas avoir trop déplacé sur le temps. Je laisse la parole à Sylvain qui va vous parler de la loi. Ouais. Un aspect de la pensée de Bastiat qui fait son originalité et qui est peut-être un des plus profonds, c'est sur son analyse économico-politique du fonctionnement de la démocratie représentative dans les premiers temps de la société industrielle. C'est ce sur quoi porte la loi. Alors, il écrit en plus à un moment où à la fois la démocratie représentative se met sur pied, et à un moment où la révolution industrielle prend son essor. Donc son analyse qui est encore très pertinente aujourd'hui, il la développe à un moment où tout ça en est assez balbutiement. Alors ça lui permet de lier théorie et pratique, comme il aimait beaucoup le faire. Et son objectif, c'était de faire adopter des mesures immédiatement utiles et de faire changer les mentalités. Parce que pour lui, c'était les mentalités, ce sont les mentalités qui font les institutions et non l'inverse. C'est pour ça qu'il a eu cette attitude tout au long de sa vie de propagandiste et de pamphlétaire. L'objectif, c'était de faire changer les mentalités et donc de faire adopter ensuite, par la voie de l'opinion et des élections, les mesures les plus avantageuses pour la société française en l'occurrence. Lui a été à la fois théoricien mais praticien puisqu'il était constituant en 1848. Il a participé à la rédaction de la Constitution de la Deuxième République. Et il a été législateur en 1849 puisqu'il a été réélu, puisque la législature a été ouverte. Alors ce qui lui permet à Bastiat
développer cette analyse du fonctionnement de la démocratie représentative donc dans les premiers temps de la société industrielle, c'est la figure de l'électeur consommateur. Hein, c'est ce personnage auquel il s'adresse dans ses écrits, et c'est le comportement de cet électeur consommateur hein, qu'il essaie de décrire aussi dans la plupart de ses travaux. Alors pourquoi l'électeur consommateur? Parce que d'une part, de plus en plus de citoyens sont amenés à participer à la vie politique en participant aux élections, en bénéficiant du droit de suffrage. En 1830 apparaît le suffrage, le suffrage censitaire, mais en 1848 on passe au suffrage universel. Et donc de plus en plus de membres de la société participent à la détermination des mesures politiques hein, qui sont adoptées hein, par le pouvoir politique. Et puis donc l'électeur consommateur, parce que avec le développement de la société industrielle, hein, chacun devient le consommateur d'une infinité de produits et le producteur de moins en moins de choses avec le développement de la spécialisation et de la division du travail. Hein, donc il identifie ce personnage d'électeur consommateur hein, comme le personnage central de l'avenir des sociétés démocratiques et industrielles, et il fait donc l'analyse du fonctionnement de la démocratie par son intermédiaire. Donc le texte sur lequel on s'est plus particulièrement penché dans l'article, c'est la loi. C'est un texte qui présente plusieurs avantages. D'abord, c'est quand même une synthèse de pas mal de choses. Il reprend beaucoup d'éléments dont il s'est servi dans des écrits antérieurs. C'est aussi un de ses derniers textes. Il l'a écrit quelques mois avant de moi. C'est le dernier texte qu'il a achevé, qu'il a pu relire jusqu'au bout et peaufiner. C'est un texte à la fois scientifique et de vulgarisation, qui relève de l'article de théorie économique, de l'histoire des idées et des théories politiques aussi, et de l'exercice de l'économie publique pratique. C'est un texte qui est très riche, hein, et ça explique pourquoi il a été édité, réédité et traduit dans de nombreuses langues. Alors il n'est pas forcément facile de le prendre au sérieux, ce texte, parce qu'il y a toujours le ton particulier de Bastiat, avec de l'humour, du style, mais il présente un caractère fondamental et des réflexions assez profondes donc sur ces sociétés industrielles et la démocratie représentative hein, qui en est en quelque sorte la vie politique. Alors, il s'attaque plus particulièrement, ouvertement dans l'article, à la spoliation légale, hein, c'est-à-dire l'utilisation du pouvoir, alors pas seulement législatif, hein, afin d'obtenir des avantages au détriment de ses concitoyens. Tout le monde est porté, avec le développement de la démocratie, hein, à utiliser ou à influencer le pouvoir pour obtenir hein, des mesures qui leur soient favorables. Alors le problème de cette spoliation légale, c'est qu'elle a un certain nombre de conséquences négatives, et Bastiat les liste hein, de manière pas continue, hein, mais on retrouve dispersée dans le texte de la loi. Ces conséquences, d'abord, c'est la disparition de la distinction entre le juste et l'injuste. À partir du moment où la loi se met à spolier, hein, on ne sait plus quels sont les comportements qui peuvent être justes et ceux qui peuvent être injustes. Hein, si le législateur lui-même se met à se comporter de manière injuste, hein, c'est-à-dire d'utiliser la force hein, pour avantager les uns et désavantager les autres, hein, tout le monde ne peut plus se faire une idée correcte hein, de ce que sont le juste et l'injuste. Ensuite, deuxième conséquence, c'est l'énervement de la société civile, dans le sens où cette intervention du législateur, mais pas seulement du législateur, du pouvoir en général, hein, c'est pas l'énervement, hein, la suppression de toute initiative. Hein, plutôt que de chercher les moyens d'obtenir ce qu'on convoite, hein, on va s'adresser au législateur pour qu'il adopte les mesures permettant d'obtenir ce qu'on convoite hein, sans effort productif. Ensuite, troisième conséquence, c'est le dérapage des finances publiques. À partir du moment où tout le monde se fait quémandeur de mesures favorables hein, de la part de l'État en général, du législateur en particulier, hein, les dépenses publiques hein, sont amenées à déraper, puisque l'intervention de l'État dans des domaines toujours plus divers et toujours plus variés hein, conduit à l'augmentation de ses dépenses. Ensuite, conséquence plus politique ensuite, hein, de la spoliation légale, c'est
la prépondérance exagérée du politique. À partir du moment où on parvient à obtenir ce qu'on veut par l'intermédiaire du pouvoir politique, celui-ci prend une place de plus en plus importante dans le quotidien et dans la vie de la société et des citoyens. Et d'autres prépondérance exagérée au détriment en particulier de l'économie. Autre conséquence, c'est la responsabilité immense du pouvoir. À partir du moment où on lui demande tout et n'importe quoi en permanence, le pouvoir devient responsable de tout ce qu'il advient, de bien et de mauvais aux uns et aux autres. Et enfin, dernière conséquence, c'est l'avènement de nouveaux dogmes politiques, dit Bastiat, puisque son analyse est en réalité très politique dans la loi, c'est de la science politique au moins autant que de la science économique. C'est donc l'avènement de nouveaux dogmes politiques, dont ceux du suffrage universel et de la volonté générale. Bastiat pose la question, comment se fait-il qu'on considère que les citoyens sont en mesure de choisir parfaitement et sans se tromper leurs représentants, et dans le même temps, pourquoi ont-ils besoin qu'on leur mette des béquilles, qu'on les aide à obtenir ce qu'ils convoitent et ce qu'ils espèrent obtenir dans leur quotidien. Il y a un contraste étonnant dans cette conception de l'individu en tant qu'électeur et de l'individu en tant qu'agent économique. Alors dans la loi, Bastiat évoque aussi les sources de la spoliation légale. Il en distingue deux. L'égoïsme inintelligent, ce qui conduit à vouloir obtenir directement et en toute mauvaise foi des avantages au détriment des autres. Mais surtout, l'autre source sur laquelle il insiste dans la loi, c'est ce qu'il appelle la fausse philanthropie. Donc le fait que la spoliation légale se cache souvent sous les oripeaux de la générosité, de la solidarité, de l'association, de la fraternité. Et donc cette fausse philanthropie prend, dit Bastiat à son époque, la forme du socialisme, des idées socialistes, et plus particulièrement, en 1848-1949, il s'attaque à cette forme-là de socialisme, c'est le socialisme d'État. On sait que le socialisme se développe au XIXe siècle, à partir des pensées de Saint-Simon, de Fourier, de Proudhon. Mais le socialisme que voit se développer en particulier à partir de 1948 Bastiat, c'est le socialisme d'État, donc celui qui fait intervenir l'État, qui est le socialisme réformiste et non révolutionnaire, qui attend de l'État que toutes les solutions aux problèmes des classes souffrantes soient réglées. Et donc c'est une forme de travestissement de la spoliation légale que ce socialisme d'État, qui est celui qu'on étudie le moins sur le plan théorique, mais qui devient plus présent à partir du milieu du XIXe siècle. Alors Bastiat évoque aussi des garanties contre l'arbitraire de la force publique et les dérives despotiques de la spoliation légale. Et il évoque d'abord l'organisation des institutions et du pouvoir politique. Il ne parle pas directement de la séparation des pouvoirs, mais il dit il existe des limites constitutionnelles, et c'est la question de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'État en est une. Là, il parle de la Constitution comme de l'encre de salut de nos destinées. Il faut que la Constitution prévoie des limites à l'extension du pouvoir du monopole de la violence légitime. Et ça passe notamment donc par la séparation des pouvoirs. Le deuxième aspect, c'est l'importance de l'élection. Même si le suffrage universel tend à conduire à la spoliation de tous contre tous, c'est pas de son propre fait, c'est du fait de la légitimation de la spoliation légale. Sans spoliation légale, le suffrage universel est le meilleur des suffrages, dit Bastiat, dans la mesure où tout le monde s'exprime et qu'il ne fait pas primer certains intérêts sur d'autres. Tout le monde peut s'exprimer, et sous l'empire du suffrage censitaire, on a vu se développer une aristocratie industrielle qui a demandé en permanence au pouvoir des réglementations, des institutions de droit de douane et tout un tas de choses à leur avantage.
Bastia s'attaque beaucoup à l'époque de la monarchie de Juillet, en tout cas, à cette aristocratie industrielle privilégiée. Là, à partir de 1848, les données sont différentes, mais le suffrage universel, Bastia le défend. Ensuite, il y a un aspect sur lequel Bastia a insisté, qui est un moyen de limiter aussi le pouvoir, les dérives despotiques de la spoliation légale, c'est le non-cumul des fonctions représentatives et exécutives. Il s'oppose à ce que des fonctionnaires et agents publics deviennent représentants, dans la mesure où c'est une forme de parasitage du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif. C'est un moyen pour le pouvoir exécutif de mettre le pouvoir législatif à sa botte. Si la majorité c'est un peu le cas aujourd'hui, des représentants sont des fonctionnaires, le pouvoir exécutif prend le pas sur le pouvoir législatif par l'intermédiaire de cette participation au pouvoir exécutif. Donc il ne voulait pas que les agents publics, les fonctionnaires, et a fortiori les membres du gouvernement, participent à la législature et soient élus à l'Assemblée en 1848. Et surtout, ce qui est la principale barrière pour Bastien au développement du despotisme légal, c'est l'opinion commune des citoyens. Qu'ils soient gouvernants ou gouvernés, il faut qu'ils soient convaincus que cette spoliation légale est une chose néfaste. Je crois que c'est tout. L'opinion politique et économique des peuples fait leurs institutions. Donc l'information et l'éducation des masses est une chose fondamentale. C'est encore une fois pour ça qu'il s'est fait, lui, pamphlétaire et propagandiste, et qu'il défendait la liberté de la presse et la liberté de l'éducation, qui étaient pour lui des conditions du bon fonctionnement de la démocratie représentative moderne. Voilà. Très bien. Merci Pierre, merci Sylvain pour toutes ces informations et ces analyses sur Bastia. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Oui, j'ai une question sur l'influence un peu de Bastia à notre époque. Je sais que certains présidents américains, il y a plus d'influence aux États-Unis qu'en France. Est-ce que dans vos recherches, vous avez pu voir cette influence dans d'autres pays que Bastia a pu avoir? Et pourquoi en France il y a ce désintérêt de Frédéric Bastia? Ouais, alors je dirais que dans nos recherches là, pour cet article, c'était pas vraiment pertinent parce que finalement on recherche vraiment des trucs d'époque et on réfléchissait pas tellement sur son influence aujourd'hui, même si j'en ai parlé dans la présentation parce que j'élargissais. Maintenant, oui, c'est clair qu'il est beaucoup plus reconnu par les anglo-saxons que par nous en France. Ceci dit, même chez les anglo-saxons, quand on regarde les auteurs qui dominent dans leur manuel d'histoire de la pensée, de théorie économique et autres, Bastia n'y est pas beaucoup plus cité. On aurait pu espérer effectivement qu'en France il eût été plus cité parce qu'il était de chez nous aussi, mais voilà, pour les causes je ne sais pas exactement. Après j'ai tendance à penser qu'il nous raconte quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre aussi, hein. C'est toujours pareil, donc là, à la limite qu'il soit français, pas français, voilà, il nous raconte pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, donc je sais pas ce qu'en pense Sylvain, mais j'ai pas de meilleure explication pour ça. Ouais, il a quand même pas mal, plus d'influence qu'on croit à son époque. Ah oui, à son époque, oui, mais je parle plutôt de nos jours en fait. Oui. Oui. Non, mais lui, et même son combat pour le libre-échange, il s'est prolongé dans le combat pacifiste que mènera Frédéric Passy. Pour lui, les deux paires, la défense du libre-échance allait avec la relation pacifique, c'est une idée classique. Je crois qu'il le résume bien en disant s'il est bien ne traverse pas les frontières, ce sont les soldats qui les traverseront. Je crois que c'est de Bastia, ça. Alors, je crois que non. Ah, mais possible. Là, c'est comme les fausses citations de Voltaire. Il aurait pu. Mais ça, on l'a lu quelque part. Cette fameuse phrase, si c'est pas les biens qui traversent les frontières, ça sera les chars. Il a jamais en fait vraiment dit ça. Je me rappelle avoir passé quelques heures à chercher et j'avais pas trouvé. Mais bon, en tout cas dans l'esprit. Mais peut-être pour rebondir un peu sur ce que tu dis, il faut quand même voir aussi le verre à moitié plein, quoi, au sens où c'est vrai que les Français ont très longtemps ignoré Bastia, allez, on va dire, et que donc peut-être on a presque redécouvert par Reagan qu'il avait comme livre de chevet, soi-disant, c'est probablement vrai. Mais depuis les années 80, quand même, il s'est publié pas mal de choses. Il y a eu Fournier, après Aleph, ça a beaucoup travaillé. Et c'est d'ailleurs sympathique de voir que voilà, Sylvain
Pierre. Donc voilà, je veux dire, depuis 30-40 ans, on rattrape un peu le retard. Oui, mais on le rattrape dans nos cercles, c'est vrai que c'est difficile de l'étendre, même si les autres peuvent le lire, parce que c'est publié dans des revues comme le JEH, on s'est beaucoup appuyé sur le JEH pour ses recherches, mais voilà, c'est vrai que en tout cas, quand je prends des manuels en France, même de gens plutôt favorables aux idées du marché libre, on ne le retrouve pas autant qu'on devrait, je pense. Mais il y a quelque chose qui joue contre lui, c'est que quand on l'aime beaucoup parce que son style est brillant, mais quand on l'aime pas, il est hyper agaçant en fait. Oui, c'est tout à fait vrai. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'avait pas terminé sa grande œuvre en parlant des harmonies économiques. C'est pas les harmonies sociales qui sont inachevées parce que les harmonies économiques, il me semble que c'est complet. Peut-être. Alors j'ai un doute à l'instant. J'aurais dit harmonie économique, mais. Ah bon, d'accord. Mais il faudra vérifier. Pourquoi pas. Non, d'accord. Et en tout cas, disons que voilà, son œuvre théorique qui était censée vraiment synthétiser sa pensée, voilà, malheureusement c'est inachevé. Et je dirais même c'est inachevé. C'est pas si théorique que ça. Et c'est pas si théorique que ça. C'est en fait de temps en temps, je trouve que typiquement le chapitre dont je vous parlais sur la théorie de la valeur, je le trouve super, bien précis, scientifique. Et à côté de ça, il a des réflexions sur la place de la religion dans la société qui me semble, parce que c'est vrai que j'ai pas souligné le fait qu'il était très croyant et que je trouve qu'il a l'intelligence de ne pas le chercher justement à intégrer ses croyances religieuses dans ses théories économiques. Et en même temps, on sent que ça le marque beaucoup parce qu'il en parle beaucoup dans ses écrits personnels et il ne peut pas s'empêcher quand il parle d'harmonie économique ou sociale de replacer Dieu quelque part. Mais voilà, ce qui fait que dans les harmonies économiques inachevées, vous avez des chapitres sur l'importance de la religion et puis à côté de ça, vous avez une théorie de la valeur. Et forcément, je trouve que l'un obscurcit peut-être l'autre ou ils n'ont peut-être pas leur place dans la même œuvre. Je suis sûr qu'il y avait une cohérence dans l'esprit de Bastia, puis c'est toujours très difficile, nous, un siècle et demi plus tard, de trouver la démarche bizarre. Encore une fois, le compartimentage n'était pas forcément la règle à l'époque, mais de fait, on trouve ça, moi je trouve ça un peu bizarre en tout cas aujourd'hui. Par rapport à ça, je trouve que ça reste quand même assez cohérent. Enfin, j'ignorais qu'il était croyant ou catholique, mais dans sa critique justement de cette fausse philanthropie. Alors, en fait, c'est aussi vis-à-vis des questionnements chrétiens, c'est aussi pertinent, puisque c'est une manière de se dédouaner de la charité propre, d'une certaine manière. Puisque la fausse philanthropie, c'est obliger les autres à être charitables à sa place. Et donc, je trouve que c'est cohérent par rapport à ça. Et après, j'avais une autre question, alors en toute bonne foi, parce que je n'ai pas tout bien compris dans son argumentation en faveur du suffrage universel, puisque, en fait, le point qui est la spoliation légale, il dit c'est la croyance. En fait, il faut lutter contre la croyance que la spoliation légale serait justifiée, alors que pour moi, le problème serait plutôt que dans le suffrage universel, la majorité peut tyranniser la minorité, et qu'il n'y a pas forcément de raison qui justifie que 51% des personnes ne jouent pas 49%. C'est hypothétique. Hein. C'est le moyen pour tout le monde de s'exprimer, de faire valoir ses intérêts. C'est ce que dit Bastien. Hein, donc, oui, parce que quand vous avez un suffrage censitaire, ce sont les plus fortunés, les plus riches qui désignent leurs représentants et qui décident indirectement de l'utilisation du produit d'impôt et des décisions qui peuvent être votées par le législateur. Et dans ce cas-là, elles peuvent être favorables à cette catégorie de la population seulement. Et c'est pour ça qu'il critiquait cette aristocratie industrielle qui avait fait voter tout un tas de droits de douane, de réglementation, de choses qui leur étaient favorables et qui vivaient grassement à l'abri de toutes ces protections. Avec le suffrage universel, d'autres que ces personnes-là peuvent exprimer et du coup ça contrebalance le pouvoir que peuvent avoir ceux qui paient le sens et ont le droit de suffrage. Je dirais que dans l'esprit de Bastia, de toute façon, c'est pas un problème au sens où, à partir du moment où les pouvoirs de l'État sont strictement limités et qu'il ne peut pas aller justement déshabiller Pierre pour habiller Paul, finalement, même si tout le monde s'accordait pour dépouiller une autre catégorie, normalement l'État n'en aurait pas la possibilité. Donc à ce moment-là, on peut vivre en démocratie dans ces conditions-là. Après, c'est une question de science politique sur laquelle je ne suis pas compétent de dire si tout ça tient la route dans le temps et si c'est réellement possible.
Parce qu'ensuite, on peut toujours réformer la Constitution et faire en sorte que, voilà, si une idée qu'on ne fait pas rentrer par la porte, on la fait rentrer par la fenêtre. C'est pour ça qu'il insiste sur l'importance des mentalités. Ce sont les mentalités voilà, c'est ça. qui font tout. Bien sûr, Si oui. tout le monde est convaincu que la spoliation légale est la pire des choses, le suffrage universel, c'est la meilleure des institutions. Ouais, non, tout à fait. Et puis sur la question religieuse, je dirais que c'est parfaitement cohérent. Bien sûr, les positions de Bastia en matière d'économie, de politique, c'est parfaitement cohérent avec sa foi religieuse, mais il ne cherche pas à le mettre forcément en avant, enfin vraiment à faire des liens directs entre ses concepts économiques et ses croyances religieuses. Il en parle de ses croyances religieuses, il parle de l'importance de la religion dans la société, etc. Mais je pense qu'il a l'heureuse idée justement de ne pas essayer d'artificiellement relier l'un et l'autre. Dans ses écrits, il paraît plus théiste que catholique. Il n'est pas bigot du tout, il critique, il se fait critiquer par les catholiques en 1848-1849. Et comme toujours, comme c'est un mec nuancé, tout le monde le déteste. Quoi. Donc, c'est vrai, je veux dire, le parti religieux l'aime pas alors qu'il est vraiment... vraiment croyant, il s'émerveille de l'œuvre de Dieu dans la nature, son expression dans les sociétés humaines, etc. Et il se dit, il dit que c'est tellement beau la religion que si c'est pas vrai, il faudrait l'inventer, quoi. Il y a un truc comme ça. Il parle plus volontiers de religion même que de oui, que de Dieu en particulier. Il prépare de la providence. Ça, c'est notre débat. Il est contre la colonisation de l'Algérie aussi, pas aller christianiser les gens contre leur gré, ce genre de choses. Alors qu'on pourrait imaginer qu'avec cette croyance religieuse forte, il aurait pu avoir ce genre de position, il ne les a pas eu. Je trouve ça intéressant. On ne contraint pas sur le plan économique, ni sur le plan moral, ni sur le plan religieux. J'avais quelques questions et remarques. Une première, c'est on utilise souvent un extrait de la correspondance entre Lamartine et Bastia, puisqu'ils étaient tous les deux y siégés, et où justement il aborde cette question, liberté, fraternité, égalité, et donc Bastia dit, voilà, moi je m'arrête à liberté, égalité, alors que vous poursuivez jusqu'à fraternité. Puis bon, le débat... Donc, je voulais savoir s'il y avait autre chose que ce merveilleux échange, si vous avez trouvé... puisque là, Bastia dit, si vous poussez justement jusqu'à fraternité, vous allez détruire la liberté et l'égalité, etc. Enfin, moi j'utilise beaucoup cet échange, mais je ne sais pas d'où il est tiré, je ne sais pas où je l'ai pêché en fait. Ça, c'est ma première question. Moi, ce que je trouve aussi... alors, deux autres choses. D'abord, je crois que Bastia et toute cette équipe du journal des économistes, un peu au passage qui est là, hein, donc il est là, oui, bien sûr. Il fait encore partie de cette école. Je me rappelle dans le préambule des discours des soirées de la rue Saint-Lazare, Molinari dit moi je fais ce qu'ont toujours fait les économistes, c'est-à-dire je vous explique les conséquences de la propriété. La propriété à l'époque c'est quelque chose, voilà, c'est le pilier finalement. C'est le pilier chez Smith qui parle du système de liberté naturelle, etc. Et donc c'est un des derniers qui, finalement, le point de départ, c'est ça, c'est la propriété, bon, Bastia ou des propriétaires, etc. Bon. Et ça, après, ça va s'oublier, ça va passer au second plan. Oui, ça devient presque y compris chez les économistes, c'est sous-entendu, quoi, hein, voilà, et je crois que c'est assez intéressant de voir chez ces gens-là, quand même, cette... ce souci finalement de mettre en avant la propriété. Bon, lui en plus il la défend, je veux dire, un droit naturel, etc. Et puis les effets de la propriété. Donc ça c'est un truc qui me semble, je trouve très intéressant, la référence effectivement à cette montée de nouveau socialisme qu'il a peut-être dû venir, ça j'étais pas, peut-être les Dupont-White ou la société Fabienne qui va être créée peu de temps après. Ou même ses collègues à l'Assemblée nationale. Donc ce socialisme, voilà, par la réforme, quoi. Et puis alors ma dernière, alors c'est peut-être une question, mais je trouve aussi très intéressant là, ce que vous disiez, là, savoir que Bastia a compris que finalement les institutions qu'on a, ça dépend de la mentalité qui prévaut, etc. Et donc Bastia travaille là-dessus.
Mais donc il a échoué, je ne veux pas être méchant, mais il a échoué, au sens où ce socialisme rampant, on l'a bien eu, l'État n'a fait que... donc si on devait faire une critique un peu, voilà, est-ce que... alors nous on reprend aujourd'hui, mais voilà, il faut voir que malheureusement ce groupe d'économistes et de penseurs n'a pas réussi à endiguer ce que lui-même décrivait comme quelque chose qui risquait d'arriver, c'est arrivé quoi. Donc est-ce que c'était parce que c'est inexorable, est-ce que... Moi je veux bien répondre sur la dernière on question. joue un peu l'avocat du diable, mais... Juste sur la première du coup, il y a deux autres textes de Bastia, c'est Justice et Fraternité, et Individualisme et Fraternité. Ils datent tous de 1848 parce que la fraternité intègre la devise républicaine à ce moment-là. Ah d'accord. Intègre ou réintègre? Non, intègre. Ah oui. Je crois que c'est réintègre, non? Intègre Oui, définitivement. oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui, Oui, ça. mais c'est bon. J'allais dire, sinon on m'a menti sur la Révolution française. Ce qui est possible. Alors donc il y a eu un débat, il y a vraiment eu un débat constitutionnel et ou parlementaire. D'accord. Sur l'intégration de cette fraternité. Moi je pense qu'il faudrait ajouter climat. Non, c'est ce qui explique alors cet échange entre Lamartine et Bastia. Non, je savais pas, moi je crois que c'était... Moi, juste peut-être, je répondrai sur la dernière question et je laisserai Sylvain répondre éventuellement sur le reste. Je ne sais pas si tu as noté les autres remarques. Mais sur le fait que Bastia a échoué, moi c'est vrai que je serais très curieux de le ressusciter si on pouvait, pour plein de raisons, mais pour voir un petit peu ce qu'il penserait d'aujourd'hui. Parce que à la fois, je vois l'homme modéré que j'imagine bien défendant le débat parlementaire, le fait de convaincre les gens, rechanger les mentalités, etc. Et en même temps, quand on voit dans ses écrits, et pas des écrits tellement de jeunesse, il justifie la révolution, la reprise du pouvoir par la force, lorsque l'État a dépassé les bornes de manière flagrante. Donc je dirais, il serait peut-être aussi du genre à dire... bon, maintenant les cocos, si le régime est tellement pourri, il est peut-être plus temps d'être vraiment légaliste. En tout cas, si le légalisme va contre le droit naturel. Donc peut-être que ce serait un révolutionnaire aujourd'hui, ça je ne sais pas. Et puis sur le fait qu'il a échoué, alors je dirais oui et non. C'est sûr que si on regarde la société, peut-être que oui. Il y a peut-être un côté inexorable. Moi je me dis toujours, je suis quand même un petit peu gêné par le fait que chez les libéraux on dit toujours que émerveillons-nous de la période de prospérité incroyable dans laquelle on vit, c'est vrai. Et en même temps, si je m'amuse à faire des corrélations et je regarde la montée de la place de l'État et la montée de la prospérité, et je vois quand même que... il y a bien sûr que l'un n'explique pas l'autre, mais quand même, il y a peut-être quelque chose... je pense que... Je sais pas comment dire, si ça se passe dans tous les pays, y compris ceux qu'on aime décrire comme les plus libéraux, et le fait qu'il y ait une montée importante de l'État, de la socialisation d'un certain nombre de problèmes, etc., c'est peut-être qu'il y a une tendance historique lourde là-dessus et qu'on n'y trouvait pas grand-chose. Et enfin, moi, la dernière chose que je trouve intéressante chez Bastia et qui nous sert encore à l'heure actuelle, pour éclairer des problématiques économiques, y compris, et là je rebondis encore sur l'intervention de François, c'est que souvent, moi ce que j'aime chez Bastia, c'est qu'il nous permet, par son raisonnement justement qui pousse jusqu'à l'absurde, il nous permet de détecter les erreurs logiques dans des théories où si on se confronte directement à la théorie dans sa version la plus moderne, on prend les macroéconomistes d'aujourd'hui, il y a même 50 ou 100 ans, là on arrive, on est perdu dans l'écran de fumée. Et on a parfois du mal à voir où se cache le loup, parce que souvent il y a un loup quand même dans ces raisonnements-là, et il faut remonter très à la source pour le trouver. Et je trouve que Bastia est assez fort pour ça, parce que justement il a cette capacité de réduire les grands indices intellectuels à leur plus simple expression et aux défauts dans le raisonnement. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je trouve qu'on détecte mieux la source de certaines erreurs, justement pour ne pas perdre du temps à essayer de réfuter tout ce qui est construit par-dessus. Finalement on remonte à la source et quand on a détecté la connerie, voilà quoi. Donc, et je pense qu'il fait assez bien ça pour des tas de théories, y compris aujourd'hui, justement des raffinements de théories keynésiennes, etc. Bon, voilà, vous pouvez toujours m'expliquer, me démontrer par des grands tableaux et des équations qu'en créant plus de monnaie, je vais créer de la prospérité. Mais à un moment donné, si mon bon sens est trop heurté par ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à la base qui ne va pas. Et de relire Bastia, moi ça m'aide souvent à détecter ce genre d'erreur, j'espère. Sinon, Bastia, il explique très bien le succès de la spontanisation légale. Pour lui, c'est tout à fait rationnel pour un électeur consommateur ou électeur producteur de
de se lancer dans une démarche consistant à influencer le pouvoir pour qu'il adopte des mesures favorables. Hein. C'est peu coûteux, on peut en bénéficier sans même y participer, c'est le phénomène de free riding, et c'est parfaitement rationnel au sens économique du terme de faire ça. Donc, il explique, c'est pour ça aussi qu'il jette ses dernières forces dans cette bataille-là, de la spoliation légale et de lutte contre la fraternité officielle. Il voit le pire danger qui se présente à l'époque de la Deuxième République. C'est une leçon qui était déjà dans ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Au sens où il essaie d'ouvrir les yeux. Il y a deux façons d'apprendre, la prudence ou alors l'expérience. Et finalement, il a prêché la prudence, mais il n'a pas y compris avec la loi. Mais apparemment, malheureusement, ça n'a pas réussi, ça n'a pas suffi à ouvrir les yeux. Et souvent chez Bastia aussi. Ce sont les 2 dernières années de sa vie. La loi, c'est 1850, c'est les derniers mois de sa vie. Moi, ce que j'aime bien chez Bastia aussi, on trouve des théories économiques qui ensuite sont développées plus tard sous des termes nouveaux. Et en fait, on voit que l'idée était là chez Bastia. Elle n'a peut-être pas toujours été poussée jusqu'au bout, mais souvent elle était présente. Et donc les notions de rent-seeking, de free riding, des choses comme ça, ou même des choses comme le coût d'opportunité, la subjectivité et le caractère marginal de la valeur. C'est des choses, en réalité, quand on lit bien, c'est présent chez Bastia, c'est parfois implicitement présent, voilà, mais comme il n'a pas parfois cherché un terme très savant pour le dire, c'est pas lui qu'on va associer à cette idée-là, alors qu'on pourrait, je trouve. Et que voilà, chez Bastia par exemple, je trouve pratiquement rien qui contredit Menger. Et même je trouve pas mal de choses qui l'anticipent. On pourra certainement me prouver le contraire, hein, c'est possible, mais voilà, moi c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Alors je referai le tour de Menger pour voir, mais c'est ce qui me pousse à dire aussi que s'il avait vécu plus longtemps et qu'il avait pu travailler plus en profondeur, qu'il avait eu un poste universitaire, etc., il aurait peut-être pu aller plus loin dans sa réflexion et faire des découvertes que d'autres finalement auront fait à sa place. Et oui, il ajoute aussi que la spoliation légale, elle s'appuie sur une conception du pouvoir et de la loi qui est bien ancrée dans les mentalités, en particulier en France, avec ce qu'il appelle le conventionnalisme classique, et qui remonte au XVIIe siècle. Hein. Il en fait l'historique un peu dans la loi, j'aurais pu revenir dessus, mais il montre bien que de Bossuet, jusqu'à Robespierre, même chez les praticiens du pouvoir, l'idée que la loi peut tout est bien ancrée dans les mentalités, et depuis longtemps. Très bien. François ? Juste une remarque, c'est vrai que quand j'ai écouté la liste de l'association légale, j'ai bien vu des liens avec le public chaise. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de lien entre intérêt et idéologie chez les lecteurs. Les préférences pour leur distribution ne sont pas liées à votre goût. D'où une réflexion actuelle qui contredirait Bastia. C'est qu'il y a une dissociation entre l'intérêt et le vote. D'où les travaux de Brian Kaplan sur l'irrationalité rationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de rationalité à être rationnelle, c'est à dissocier ses intérêts dans le vote. Et Bastia aussi n'a pas conscience du paradoxe du vote. Donc il n'a pas conscience que les électeurs savent que leur vote, c'est 1 parmi 37 millions, et que de fait, c'est rationnel de ne pas voter pour un riche, d'être généreux de manière expressive pour un riche, et de voter socialiste, parce qu'il sait de toute façon que ça n'arrivera pas. C'est pas lui qui fait basculer le vote. Et donc c'est vrai que Bastien anticipe beaucoup de choses, mais il n'a pas non plus posé toutes les... De toute façon, vraiment, je trouve qu'il fait qu'avoir des intuitions, enfin ça reste très très primitif, je pense, ce qu'il dégage en termes de choix publics, et certainement qu'il y a des erreurs, puis de toute façon, il n'y a pas d'empirisme dans sa méthode, il ne cherche pas à démontrer ça statistiquement. Moi, je trouverais que sur la psychologie de l'électeur et le fait, par exemple, de pouvoir être socialiste même quand on est riche, et qu'on n'aurait pas intérêt au socialisme, ça, il me semble que ça ressort un peu dans ses écrits, le fait qu'il détecte quand même une psychologie qui peut s'expliquer par des effets de signalement vertueux ou des choses comme ça, même s'il n'emploie pas ce terme. Après, voilà, il ne le théorise pas, je pense, sous forme
justement de la théorie de l'électeur médian et ce genre de choses. Voilà, il ne pousse pas jusqu'au bout, mais je crois que en fait, sa pensée, là encore, sur cette question comme sur beaucoup d'autres, me semble plus réaliste que ce qu'on veut bien lui prêter parfois. Il faut faire attention à ce que Max Weber dit, écrire l'histoire au présent. En fait, souvent, il faut écrire l'histoire dans le contexte de celui qui... On peut retrouver chez Bastia des choses, mais oui, parce qu'on et sait ces choses existent. Mais c'est tout à fait exact. Et donc, on reconstruit en fait. Bien sûr. Et c'est là où j'aimerais être plus éduqué en histoire pour mieux comprendre les mentalités du 19e, les institutions politiques, etc. Parce que voilà, il y a des choses où moi j'ai pas le recul, je pense que Sylvain l'a plus parce qu'il s'est plus intéressé à ces questions-là. Mais oui, pour moi c'est une des grandes difficultés, c'est de me remettre dans la peau de Bastia alors que j'y suis pas. Et est-ce que pour moi la spécialisation légale c'est une citation de Joseph Garnier dans un article qui doit être là du Journal des économistes. Est-ce que Bastia cite, parce que c'est un article je crois qui est avant 1848, donc est-ce qu'il cite Garnier? J'ai pas vu moi. Non, je crois pas. Bon, il n'y avait pas une tradition non plus à l'époque autour de l'expression de citation, je veux dire. On ne disait pas forcément à qui on avait pris conseil. Jean-Baptiste C fait... Il y a une discussion à partir de quand l'impôt devient spoliation dans le traité. Donc le terme de spoliation tournait au moins depuis Jean-Baptiste C dans les... L'article de Garnier c'est sur le vol. Ouais. Et il liste toutes les formes de vol et il arrive à la spoliation légale, ce qui correspond bien à ce que dit Bastia. Après, si on va par là, je crois que Smith n'a pas cité Dumonceau dans l'histoire de la manufacture d'épingles, mais j'avais entendu dire qu'il avait piqué l'exemple de la manufacture d'épingles à un auteur français, donc Dumonceau, je crois, de mémoire. Oui, il n'y avait pas cette tradition. Voilà. Ouais, de rigueur scientifique. Et de la part d'un mec qui a fini sa carrière aux douanes, ça ne m'étonne pas. Smith? Ouais, Smith. Je crois que c'est un professeur de théologie. Et je crois qu'après, il a repris une charge de son père, il me semble. Ça, il faudrait demander à Jean-Marc Daniel, ce genre de choses. Il doit savoir. C'est vrai. Mais je crois que c'est vrai. Je l'ai relu récemment. Donc... Très bien. Bien écoutez, ce que tu disais, ça me faisait penser, il y a une... Terry Kibeux, quand elle était à Aix cet été, elle disait si Hayek était présent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il tweeterait? C'est vrai, c'est intéressant de savoir si Bastia était là, je veux dire, qu'est-ce qu'il écrirait dans l'opinion. Il faudrait faire un GPT imprégné par Bastia pour voir ce qu'il ressort. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On a déjà la date, hein, on les avait donné dès le départ, mais la prochaine date, c'est en novembre, je crois le 23, et puis la toute dernière, c'est le 14 décembre. Enfin, vous verrez ça. Voilà, donc j'espère vous revoir. Merci d'être venu. Alors, on va poursuivre avec, on a des mets qui nous viennent de Savoie, on a du chorizo, du saucisson, du vin rouge, du vin blanc. Donc, ceux qui veulent continuer de façon conviviale notre discussion et essayer de découvrir ce que Bastia voyait que retweeter s'il était parmi nous, eh bien, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, merci à ceux qui étaient en ligne. C'est un peu une première. Merci au public et pour l'invitation aussi. Voilà.